Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Nous donnons régulièrement la parole dans notre émission à des femmes qui résistent à travers le monde, contre le patriarcat, contre la religion, contre celles et ceux qui s'attaquent à leurs droits. Aujourd'hui, ce sont d'autres vraies résistantes, d'autres battantes que nous allons mettre à l'honneur. Leur ennemi, un crabe puissant que l'on nomme cancer du sein. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Le cancer touche évidemment et malheureusement tout le monde, hommes, femmes, enfants, seniors. Mais aujourd'hui, alors que s'ouvre Octobre Rose, un mois de sensibilisation contre le cancer du sein, nous avons voulu donner la parole à des femmes qui l'ont vécu et qui nous expliquent comment ça a tout chamboulé, tout remis en question et comment elles se sont reconstruites. Alors j'ai le plaisir d'accueillir en studio tout d'abord Amélie Boulnois et Claire Baillet. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors vous avez toutes les deux traversé un cancer du sein. Vous êtes aujourd'hui en rémission et chacune à votre façon, cette épreuve vous a transformé. Vous allez nous en parler dans un instant. Et à vos côtés, Laura Polastro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin oncologue à l'Institut Bordet à Bruxelles, qui fait partie du réseau HUB. Vous êtes notamment à l'initiative du projet Restart, qui offre aux patients atteints d'un cancer du sein en rémission un suivi multidisciplinaire et personnalisé. Alors, avant d'en parler, docteur Polastro, est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres sur le cancer du sein aujourd'hui ? Combien de femmes sont touchées, par exemple, en Belgique ? Oui, en Belgique, à peu près, on diagnostique environ 11 000 nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes. Donc, le cancer du sein est majoritairement un cancer féminin. Néanmoins, 1% des cancers du sein sont diagnostiqués chez des hommes. Et l'âge moyen diagnostique est d'à peu près 60 ans, mais 20% des cas de cancer du sein sont diagnostiqués chez des femmes avant 50 ans. Donc, ça représente environ, malheureusement, une femme sur 8 dans les pays occidentaux se verra dans sa vie diagnostiquer un cancer du sein. Ce qui est quand même énorme. Hein. Oui. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de cas. On détecte mieux ces cas grâce notamment à la prévention et à toutes les mammographies qu'on fait aujourd'hui. En partie, oui. Donc, on voit une augmentation des cas ces dernières années dans les pays occidentaux de par plusieurs choses. Premièrement, on diagnostique plus facilement parce qu'il y a plus de dépistage et aussi un dépistage plus ciblé parce que probablement qu'il ne faut pas faire le même dépistage chez toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont plus à risque par des facteurs de risque familiaux, par exemple. Donc, chez ces femmes-là, il faut probablement un dépistage plus agressif que chez les femmes qui n'ont pas ces facteurs de risque-là. Également, il y a une augmentation des cas parce qu'il y a un vieillissement de la population et plus on est âgé, plus le risque augmente. Alors, est-ce qu'au niveau des traitements, il y a une évolution aussi ? Parce qu'on a dit plus de cas, mais aussi plus de cas de guérison. Effectivement, depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup plus de patientes, heureusement, qui guérissent d'un cancer du sein, donc patients qui sont en rémission, de par un diagnostic plus précoce de la maladie. Donc, si on diagnostique plus précocement, il y a plus de chances de guérison, également grâce à l'amélioration des traitements. Et des traitements plus ciblés pour donner le bon traitement à la bonne patiente. Avec des traitements moins lourds, ou on est quand même encore dans des traitements qui sont particulièrement lourds. On le sait, par exemple, les chimiothérapies sont particulièrement lourdes. Il y a deux évolutions. Il y a effectivement certains traitements deviennent plus lourds pour certains types de cancer du sein, mais également dans d'autres types de cancer du sein, il y a des tests qui permettent éventuellement d'épargner la chimiothérapie à certaines patientes qui en ont moins besoin et donner plus un traitement d'hormothérapie. Donc ça dépend vraiment d'un cas, d'une patiente à l'autre, de traitement. Alors vous l'avez dit, la moyenne d'âge, elle est plus ou moins de 60 ans, mais du coup je me tourne vers vous, Amélie Boulnois. Vous faites partie des femmes qui ont été touchées beaucoup plus tôt par la maladie, puisque vous aviez 36 ans quand on vous a diagnostiqué un cancer du sein. Et quoi, en quelques jours, c'est une vie qui bascule ? Oui, c'est très rapide. Le jour de l'annonce du diagnostic, on a sa vie normale, tout va bien. On est au travail, on écrit à son chef « Ok, je reviens dans 1 heure, j'ai un rendez-vous médical ». Et il se trouve que 10 jours après, on démarre la chimiothérapie et que la vie s'arrête pendant 1 an et demi, dans mon cas. 1 an et demi où tout est en pause, parce qu'évidemment, il y a le traitement, mais tout le reste aussi étant un peu mis entre parenthèses. C'est vrai que ça prend beaucoup de place. Au départ, ça prend toute la place. Ça rythme notre quotidien. L'agenda n'est rempli que de rendez-vous médicaux. Et au fur et à mesure du temps, les rendez-vous médicaux s'atténuent et la vie normale revient à son tour. Et on va en reparler. Mais alors, vous me disiez, pour vous, il y a eu 2 coups durs. Il y a eu l'annonce du cancer en lui-même, et puis il y a eu le catalogue de perruques.
Oui. Alors là, je crois que c'est vraiment le moment où je me suis effondrée, finalement. Enfin, il y a eu l'annonce qui était déjà un choc. Et je crois que vraiment, le jour où j'ai vraiment pleuré, c'est quand on m'a remis un catalogue de perruques. Et c'est vrai que l'âge des dames dans le catalogue me correspondait pas du tout. Enfin, ça a été une claque, vraiment. L'annonce du cancer en était une, et la représentation physique de ce qu'était le cancer m'en a mis une deuxième. Oui, il n'y avait que des personnes plus âgées que vous. Vous ne vous reconnaissiez pas du tout dans ce type de profil. Moi, patiente de 36 ans, j'étais pas dans le catalogue, quoi. Enfin, j'étais complètement en décalage avec ce que je voyais et la communication qui m'était remise, en fait. Oui. Et du coup, Claire Baillet, vous aussi, vous avez été touchée par un cancer du sein en 2021. 2021, oui. Et vous me disiez, oui, c'est vrai qu'il y a l'annonce du cancer, et puis il y a toute la question de l'estime de soi, des images qu'on nous renvoie aussi du cancer et des personnes atteintes du cancer. Oui, absolument. Et en fait, pour rebondir sur ce que Amélie disait, et d'ailleurs j'ai pensé beaucoup à elle lorsque j'ai développé cette marque de maillot de bain, c'est effectivement, vous êtes soigné lorsque vous êtes atteint d'un cancer, on vous soigne médicalement et on vous soigne très bien. Mais ensuite, c'est effectivement tout l'après et la représentation de soi. Comment est-ce qu'on continue à vivre une vie en mouvement, dynamique, comme avant, mais différemment, parce que tout simplement, on est différente. On a passé une épreuve et physiquement, on a été touché, évidemment, mais ça n'empêche que les femmes doivent continuer à vivre leur vie tout à fait normalement en gardant leur identité, et on doit leur permettre de continuer à vivre avec le regard qu'elles avaient sur elles, avec une même estime de soi, et de pouvoir continuer à avancer normalement. Et donc ça, c'est ce pourquoi, et là j'anticipe peut-être votre question, mais c'est ce pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure de maillot de bain. Oui, mais voilà. C'est parce qu'effectivement, j'allais venir, vous, Claire Baillet, après cette épreuve, vous avez décidé finalement de changer, de basculer, et votre carrière professionnelle en fait a vraiment basculé suite à cette épreuve, puisque vous avez décidé de créer une marque de maillot de bain qui s'appelle donc Icono. Vous l'avez créée parce que vous êtes rendu compte après justement cette épreuve qu'il n'y avait aucun maillot qui vous correspondait. Vous disiez oh là là, c'est terne, c'est triste, c'est pas confortable, c'est pas beau. Oui, en fait, moi j'ai toujours été sportive, et donc lorsque j'ai rencontré Laura, Amélie, donc au travers de ce projet Restart, et on courait ensemble, et arrive l'été, après avoir couru le semi-marathon, arrive l'été, et hop, on doit se retrouver à la plage. Et moi, je n'avais, ça paraît très bête, mais ça n'est pas, c'est pas du tout superficiel ce que je vais dire. C'est que vous vous retrouvez à la plage et vous vous retrouvez dans un maillot de bain de piscine dans lequel c'est très fonctionnel, mais vous vous retrouvez au regard des autres, vous vous retrouvez avec des amis, de la famille et autres, et vous n'êtes plus capable de vous équiper normalement pour garder votre féminité. Parce qu'effectivement, ce que j'ai pu trouver, ça s'adresse à des femmes qui ont 60 ans plus, qui ont d'autres besoins que moi, parce que moi je suis quand même un petit peu plus jeune. Et du coup, en étant à la plage et en me retrouvant avec mes anciens maillots de bain et avec ma prothèse externe, et donc je ne pouvais pas m'équiper comme je voulais, donc je ne me sentais pas du tout à l'aise, je n'étais pas suffisamment équipée pour continuer à vivre ma vie normalement. Et en retour de vacances, je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois la seule à être dans ce cas-là. Et donc, j'ai commencé à faire ma petite étude de marché auprès de femmes, de patientes, auprès d'autres femmes. Donc, il y a plus de 3000 femmes que j'ai contactées. Une partie m'ont répondu. Et à chaque fois, le constat revenait, manque de féminité, manque de couleur, manque de produits qui permettent justement de garder sa féminité et de continuer à vivre sa vie normalement. Mmh. Et donc, de là est venu ce projet. Et donc, les mots d'Amélie ont tout à fait résonné en me disant, mais absolument, c'est pas possible qu'en 2023, on n'ait pas des produits qui soient adéquats pour des femmes, notamment qui seront plus jeunes, et qui permettent justement aux femmes de rester en confiance, et quelque part le bien-être passe aussi par là, c'est être capable de se retrouver dans une identification qui soit post-cancer comme elle pouvait l'être avant. Docteur Polastro, on le voit à travers les témoignages d'Amélie et de Claire que en fait les difficultés elles ne s'arrêtent pas nécessairement avec la guérison, avec la rémission. Alors évidemment il y a le parcours de soins qui est compliqué, qui est dur, mais en fait c'est compliqué après aussi. Effectivement,
effectivement, le après est souvent, même parfois, plus compliqué que le pendant, la chimiothérapie, etc. Les patients, là, souvent, et l'entourage aussi, mettent toute son énergie à supporter cette période très difficile. Et après, malheureusement, souvent, il y a un vide. Les patients décrivent un vide et se sentent parfois un peu abandonnés par l'hôpital, où là, ils étaient suivis toutes les semaines, toutes les 3 semaines pour leur chimiothérapie ou autre. Et après, on espère toujours que les patients et leur entourage pensent souvent que tout va revenir un peu comme avant, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a quand même des effets secondaires qui persistent, la fatigue importante, l'image de soi comme elles l'ont toutes les deux décrite, difficulté pour le retour au travail, etc. Et souvent, l'entourage aussi attend, on t'a beaucoup aidé pendant le traitement, après, il faut reprendre. Mais on n'est plus la même personne et il y a toujours les difficultés qui restent, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place notamment le programme adapté. Mais du coup, en quoi ça consiste, ce programme ? Mais donc, le programme est né de cette constatation que le après est difficile aussi. Et il y a plus de 30% des patients qui n'arrivent pas, pour différentes raisons, à revenir au travail, donc avec toutes les conséquences sociales et économiques que ça représente notamment. Donc on a essayé de mettre en place un programme pour répondre à cette période de la transition qui est souvent difficile entre les traitements aigus et le après. Et donc les patientes sont vues par une infirmière spécialisée en ce qu'on appelle en survivorship, en soins post-cancer, pour essayer d'évaluer avec elles leurs difficultés et voir quels sont les points sur lesquels on pourrait agir. Par exemple, on essaye de détecter des difficultés psychologiques. Souvent les patientes prennent du poids pendant leur traitement, des difficultés sexuelles notamment, etc. Et on établit un plan de soins pour essayer de les aider au mieux. Oui. Amélie Boulnois, vous avez suivi ce programme Restart. Alors, vous, quelles étaient vos difficultés et vos attentes, du coup, par rapport à ce programme ? Qu'est-ce que vous attendiez ? Déjà, oui, je dois dire qu'effectivement, quand on a fini les traitements, en effet, il y a vraiment un trou d'air. Il y a un trou d'air parce qu'on est chouchouté pendant les chimios. C'est très bizarre de dire ça, mais en tout cas, on est sur le devant de la scène, on s'occupe de nous. Et c'est vrai qu'une fois qu'on sort de ça, il n'y a plus rien. Et notamment pour le retour au travail. Je sais que cet atelier, moi en tout cas, m'avait beaucoup aidé parce qu'on retourne dans la vie normale, mais on arrive avec une énorme valise émotionnelle qu'on n'avait pas avant. Et le monde, lui, il continue d'avancer à la même vitesse. Et nous, on a cette énorme valise en plus. Et ça, c'est vraiment difficile. Ouais. Donc, ce que j'ai trouvé aussi dans le programme Restart, c'est un aspect de communauté, de pouvoir échanger avec des patientes qui ont vécu la même chose que moi. Et pouvoir échanger, en tout cas, avec mes semblables, j'allais dire. Là, c'était vraiment essentiel. Parce qu'on n'est plus dans des termes médicaux, mais on parle avec nos mots à nous, entre patientes. Ça ouvre des espaces de communication, en fait, qui sont une force, je crois. Et vous avez aussi découvert le sport. Et j'ai découvert le sport, qui n'étiez pas du tout sportif, parce que je disais, il y a des bouleversements, ça peut être des bouleversements au niveau du travail, et vous, c'est plutôt au niveau de votre vie sportive. Oui, c'est ça. Avec le programme Restart, des ateliers sportifs étaient aussi prévus, et notamment le fait de participer aux 20 km de Bruxelles. Alors, j'avais jamais couru de ma vie, mais on a des kinés un peu fous qui se sont mis, en tout cas comme objectif, de nous faire courir. Donc, toute une équipe de patientes. C'est là que j'ai rencontré Claire, d'ailleurs. Et Dr Polastro aussi a couru avec nous. Donc, vous avez fait les 20 km. À force d'entraînement, oui, on a toutes participé aux 20 km. On a toutes passé la ligne d'arrivée, ouais. Claire Baillet, parce qu'on parle du sport, mais aussi de ce collectif, ça vous a boosté aussi, vous ? Moi, j'ai rejoint Restart juste pour la partie course, parce que moi, je courais déjà pas mal, et donc j'étais assez sportive. Et quand Dr Polastro m'a proposé de me dire, tiens, est-ce que ça vous intéresserait de venir participer ? Je lui ai dit, mais oui, évidemment, parce que je pense que cette aventure, vous la vivez individuellement, mais c'est aussi un collectif. Et puis, en fait, vous rencontrez des gens qui sont absolument formidables. Et pour moi, d'avoir été dans ce programme pour courir justement ces 20 km, c'était vous faisiez partie d'une équipe, et vous étiez une équipe, et vous alliez justement courir ces 20 km, ce semi. Moi, je l'avais déjà fait, d'autres n'avaient jamais couru, et c'est pas grave, et on était ensemble, et il y avait une super ambiance, et il y avait une solidarité qui était très forte, et justement, c'était une grosse bouffée d'air, parce que
personne ne parlait de sa maladie, personne ne parlait de ses contraintes. Et toutes, physiquement, étaient plus ou moins abîmées, entre guillemets, ou avaient des contraintes qui étaient différentes. Voilà, et donc il y avait cette ambiance et cette énergie, justement, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Et c'est ça qui est formidable. Et en plus, Dr Polastro, le sport en lui-même est un bon outil pour éviter ou pour réduire en tout cas le risque de récidive. Effectivement, l'activité physique, ça a été montré dans le cancer du sein et d'autres, comme le cancer de la prostate et du côlon, que le fait de pratiquer une activité physique diminue le risque de récidive et de la mortalité liée au cancer. Et de plus, aussi pour la qualité de vie, les patientes qui pratiquent une activité physique supportent beaucoup mieux les traitements comme l'hormonothérapie ou même la fatigue, paradoxalement la fatigue liée au cancer qui n'est pas la même fatigue que la fatigue quand on court 10 km. C'est une fatigue vraiment différente qui n'est pas calmée en général et apaisée par le repos, mais l'activité physique permet d'améliorer cet état de fatigue. Donc c'est vraiment important de pratiquer une activité physique. Alors, vous avez dit que le fait de parler avec d'autres, ça vous avait vraiment donné une force. Du coup, j'ai envie de donner la parole à Laurence D'Amelio. Elle est comédienne et elle affiche en ce moment du spectacle Le Vif du Sujet au Théâtre Le Public à Bruxelles jusqu'au 21 octobre. Alors, c'est un spectacle qui nous plonge dans le quotidien d'une femme touchée par le cancer du sein. On va suivre donc les étapes de son parcours de combattante. Alors, au départ, l'idée vient vraiment de la comédienne, donc de Laurence D'Amelio. Elle voulait jouer devant des médecins pour les sensibiliser à ce que vivent directement les patientes. Et puis le spectacle a pris de l'ampleur et elle nous parle du travail qu'elle a effectué avec l'autrice Laurence Bastin et de comment elle a réussi à aller dans le vif du sujet, parce que le vif du sujet, c'est le titre du spectacle. Elle a fait 1 an d'enquête pour parler de ce sujet, être légitime, il fallait que tout soit vrai. 50 femmes, hommes, ce ne sont que des histoires vraies. Et qu'elle a transformé en un personnage. Donc évidemment, je demande aussi pardon à celles qui n'ont pas survécu, à celles qui vivent des choses plus graves et celles qui vivent des choses plus légères, ça pose pas de problème. Mais on ne peut pas parler de tout, on ne peut pas rendre témoignage pour tout le monde. On devait commencer un petit endroit du trajet de cette femme pour provoquer la discussion. On n'apporte pas de solution, on pose des questions. Mais ces questions sont évidemment libèrent la parole. Et les débats après, c'est merveilleux. Et c'est exactement ce que je voulais faire au départ. Et donc, on est tous ensemble dans cette salle et on parle. Et on se sent... En fait, elles me disent, il y a plein de témoignages qu'elles reçoivent beaucoup de force. De la force pour dire et pour même dire non. Et pour rire de certaines choses et dédramatiser certaines choses. Mais les femmes qui sont... Enfin, parce que j'ai rencontré plus de femmes, je sais qu'il y a des hommes, mais... sont de vraies guerrières et ont beaucoup d'humour. On dirait qu'on met plus de vie dans la vie encore. Et justement, comment on arrive à rendre un sujet qui peut paraître quand même triste, hein, la maladie c'est quand même rarement joyeux, mais comment on arrive à le rendre joyeux sur scène, à le rendre lumineux? Eh bien parce que je pense que c'est considéré comme une étape. Et donc une étape, ça veut dire qu'il y a un après qui peut être plus lumineux, plus vrai. Il y a une vraie... je crois que ce spectacle porte beaucoup d'espoir. Ici, on emploie les vrais mots. Et pour moi, les vrais mots, c'est des médicaments. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde parce qu'on dit les choses comme elles sont. Alors, vous dites la parole se libère. Est-ce que c'est quoi? C'est la parole de patients, de personnes qui ont été touchées par le cancer directement ou plus largement? Plus largement. On a joué devant une salle de bordel des médecins. Le débat était très édifiant après. Des hommes aussi qui témoignent, des jeunes, des adolescents. On ne savait pas que ça allait brasser un public si large. Mais la parole est libérée, c'est-à-dire que le fait de rire de certaines situations, d'entendre cette femme raconter son histoire si simplement et vers une libération du regard sur elle, de la pression de la société. On parle de son milieu, du milieu du travail, du couple, de l'hôpital, des amis. Enfin, toute la vie est bouleversée à ce moment-là. Pas plus tard qu'au samedi soir, cette maman, qui les larmes aux yeux, mais j'ai beaucoup de témoignages après, mais merveilleux, qui dit merci, j'ai compris ma fille. Parce qu'en fait, sa fille a été atteinte du cancer et elle a apparemment compris certaines choses de ce qu'elle avait dû traverser.
Je ne sais pas, alors ça peut aider à les réunir. Une autre dame qui me disait mais moi, voilà, ma collègue, ça fait 3 mois que je n'ose plus l'approcher parce que je ne sais pas quoi faire. Et elle a le cancer et je suis mal à l'aise, c'est vrai. Et je me suis reconnue. Je dis, alors parlez-lui avec des mots vrais. Allez la voir et dites-lui, pardon, je ne savais pas quoi faire. Et ça ira très bien, vous verrez, ça se passera très bien. La société a peur de la maladie et de la vieillesse, alors que ce sont des étapes normales qui devraient être accueillies, accompagnées et dédramatisées. C'est bizarre ce que je dis, mais je vous assure que c'est vrai. Il faudrait l'intégrer dans la vie et pas avoir peur. Voilà, quand on est différent, qu'on perd ses cheveux, qu'on n'a plus de poils et qu'on se dit on doit absolument paraître normal pour rassurer les autres. Pourquoi ? Dans le spectacle, il y a une scène qui décrit que, un peu à la fois, elle s'est sentie mise de côté et que d'habitude, on lui donne les gros clients parce qu'elle en met plein la vue et tout ça, et que là, on fait appel à une de ses collègues. Et elle sent qu'on l'écarte et qu'elle ne vaut plus rien. Eh bien, pour que la maladie soit intégrée, on pourrait commencer comme ça, à envoyer une femme sans cheveux parler à un client. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Et il y a beaucoup de rire et beaucoup d'émotions et on se rend compte que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on est plein à souffrir de ça et à avoir envie de se dégager, on a envie d'être soi-même et parfois de ne pas se faire reconstruire et parfois de pouvoir dire non à un acte. Alors j'ai envie de vous faire réagir, peut-être Claire Bayet, Amélie Boulnois, sur ce témoignage. Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné dans votre propre vécu ? Oui, absolument. Le côté vivre des choses différemment après un cancer, c'est évidemment, en tout cas, quelque chose que moi j'ai vécu et que j'ai ressenti de manière très forte parce que comme je le disais précédemment, c'est un passage que vous vivez, mais pour moi, c'est comme si on était sur une route et on a fait un petit écart, et la vie continue après. Et la vie continue après, différemment, et on doit continuer à vivre avec sa féminité, avec le regard des autres, professionnellement. On doit continuer à vivre sa vie pleinement comme on le souhaite. Et donc, dans ce qu'elle exprimait précédemment, je pense que le fait de pouvoir se retrouver en phase avec sa propre personnalité et de se dire, justement, cette maladie m'a enrichi, en fait. Elle m'a apporté des choses et elle m'a permis de faire des choses que je n'aurais peut-être pas fait si ça ne m'était pas arrivé. Et à nouveau, je prends cet par exemple. Votre cas, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé, de lancer votre propre marque, parce que il y a toute une logistique, un vrai plan derrière, évidemment. Alors, moi j'ai toujours été dans la partie business, mais j'ai toujours travaillé pour différentes personnes, pour d'autres sociétés. Quand j'ai décidé de monter cette marque, il y a évidemment ce côté entrepreneurial qui était déjà là, mais si ça ne m'était pas arrivé, je n'aurais jamais lancé cette marque Icono qui s'adresse à des femmes, avec pour but de permettre à chacune de continuer à vivre sa féminité pleinement en étant dans le mouvement, avec des produits qui soient beaux, qui soient bien taillés, qui soient bien coupés, qui par la même occasion sont écologiques, parce que je trouve que ça doit amener du sang jusqu'au bout, donc ils sont également sourcés en Europe. J'ai travaillé avec des patientes qui m'ont permis justement de m'assurer que le produit convenait à toutes ces femmes, et notamment à ces femmes plus jeunes. J'ai travaillé avec une styliste qui vient de la mode pour être sûre que les codes de la mode soient bien repris également dans le maillot, sans pour autant amener quelque chose d'éphémère, mais quelque chose qui soit beau, qui soit confortable, qui soit durable. Et ça, c'était pour moi tout un projet de sens. Donc, clairement, je ne l'aurais pas fait si ça ne m'était pas arrivé, parce que je ne me serais même pas rendu compte de la problématique, en fait. De la problématique de l'équipement d'une femme qui a subi une opération et qui a d'autres besoins. Et on a, je pense, c'est ce que disait Amélie sur les codes de communication que l'on donne à des femmes, où on a une projection de soi au travers d'outils de communication qui vous ressemblent absolument pas, et vous dites mais non, c'est pas ça ma vie après, je m'identifie pas du tout à ça, et ça pour le moral c'est hyper important d'être capable de pouvoir trouver des choses que l'on va choisir par choix et pas par compromis. Voilà, et je pense que ça fait partie du bien-être de la femme, et de continuer à vivre sa féminité.
Amélie Boulnois, ici dans l'extrait, la comédienne Laurence D'Amelio parle effectivement du fait de libérer la parole, de dédramatiser, de parler ensemble. Et c'est quelque chose qui vous parle à vous aussi, qui avez aimé justement ces groupes de discussion, par exemple. Pour vous, c'était important d'en parler? Oui, c'était important d'en parler parce qu'effectivement, j'écoutais l'extrait là sur les changements physiques. C'est vrai que quand on est chauve, qu'on n'a plus de poils, des aftes, des diarrhées terribles parce qu'on est en traitement, c'est dur de garder une bonne estime de soi. Et l'ego en prend un sacré coup aussi. L'ego prend une claque, parce qu'on se voit dans la glace et on voit bien qu'on ressemble plus du tout à la personne qu'on était quelques mois avant. Mais heureusement, il y a des communautés qui existent, ces échanges qui existent, avec ces mouvements un peu aussi de body positive, des communautés Instagram de jeunes patientes où on sort avec la tête nue et en fait c'est le nouveau cool. Enfin voilà, il n'y a pas à se cacher, au contraire, et on met ça en avant. Et il y a des marques, heureusement, ou comme le travail de Claire qui permet de mettre en avant ça et d'avoir quelque chose de coloré, d'être dans le mouvement, d'être fier en tout cas de sa différence et d'en faire une force finalement et de ne plus le cacher. Et oui, moi j'espère qu'il y aura plein de dames avec la tête chauve qui iront négocier plus tard, ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment accepter cette différence. Docteur Polastro, est-ce que vous avez vu justement, vous, avec vos patientes, une évolution? Est-ce qu'il y a plus d'acceptation aujourd'hui, justement, des femmes qui se disent j'ai pas besoin de mettre la perruque, j'ai pas besoin de mettre un chapeau, en fait je m'accepte? Ou est-ce que ça reste quand même très compliqué? Ça dépend vraiment d'une patiente à l'autre et d'un groupe de patientes à l'autre, d'une culture à l'autre aussi. Pour certaines patientes, c'est vrai que les patientes plus jeunes sans doute mettent moins de perruques parce que et acceptent plus d'être le crâne chauve comme certaines stars de la télé. Elles sont très belles en fait. Oui. Docteur Polastro, j'ai l'impression aussi quand on entend le parcours d'Amélie, le parcours de Claire, mais en fait on le voit, le traitement contre le cancer, il n'est pas que médical, il faut vraiment prendre les patients dans leur globalité. Effectivement, oui. Mais c'est très important. Un patient n'est pas qu'une tumeur. Moi, quand j'étais interne, il y avait un médecin qui n'est plus là maintenant et on passait d'une chambre à l'autre, d'un patient à l'autre, et il disait devant la chambre du malade, avant qu'on rentre, il disait ça c'est chambre 2, c'est une prostate métastatique. Et je me souviens, j'étais c'est une prostate, et moi j'imaginais une prostate. et après je m'étais dit, ça m'avait vraiment choquée, mais en fait c'est des patients, c'est une personne, la personne n'est pas définie par sa maladie, mais il y a 20 ans, mais ça m'a toujours choquée. Donc c'est vraiment très important, et maintenant c'est de mieux en mieux je pense, de mieux en mieux compris par tout le monde qu'il ne faut pas prendre en charge que la tumeur du patient. C'est très important pour adapter certains traitements, mais surtout toute sa globalité du patient, mais aussi tout son entourage pour une prise en charge de qualité. Et ça fait partie du suivi et de du qualité, traitement. Oui, bien sûr. Ouais. Et moi, je voudrais juste réagir sur justement l'approche globale de la personne, parce que je pense qu'effectivement, dans la partie soins, de traitement de la maladie, le côté alimentation, le côté sport, le côté bien-être, en fait, est extrêmement important pour la personne. Et parfois même, on va se sentir bien par... ça peut être de la sophrologie, ça peut être une alimentation qui va être révisitée parce qu'on sait qu'il y a des aliments qui sont plus ou moins inflammatoires. Et après, c'est la personne aussi qui va qui va influencer sur la reprise en forme, ou en tout cas de se ressentir bien et de continuer à vivre sa vie. C'est pas juste avec un traitement hormonothérapie ou avec de la chimio ou avec je ne sais quoi. C'est aussi être capable de recréer un écosystème qui permet de faire en sorte que la personne se sente bien. Et donc, ce côté bien-être est justement très holistique de la personne. Moi, j'y crois pleinement. Et d'ailleurs, je l'ai mis en pratique dans mon quotidien. Oui. Et vous, Amélie, on pourrait dire que le sport aussi, par exemple, fait partie de cet élément de bien-être quotidien. Oui, je voudrais rajouter qu'en effet, les traitements soignent, mais des programmes comme le programme Restart permettent de reconstruire. Donc, pour moi, ils ont la même importance finalement que les médicaments.
Merci vraiment beaucoup à toutes les trois. Donc, je rappelle ce programme, un Restart pour les patients, patientes principalement atteintes d'un cancer du sein, qui sont soignés à l'Institut Bordet. Évidemment, Claire Baillet, on va donner le site de vos maillots pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui seraient intéressées. Ouais. Donc, alors, le site internet, c'est Icono avec un K, c'est ikon-o.com. Et la page Instagram, c'est Move with Icono. Icono, d'ailleurs, juste pour l'anecdote, ça vient de l'icône et de l'art japonais du kintsugi, qui consiste à sublimer des objets qui ont été abîmés par un liseré d'or. Alors ici, c'est une symbolique. Mais c'est un nom qui a tout son sens. Voilà, donc c'est l'association des deux. Et je rappelle aussi que le spectacle Le Vif du Sujet se joue au Théâtre Le Public à Bruxelles jusqu'au 21 octobre. On vous le conseille vivement. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.